On est au chapitre 2 qui va parler des systèmes alternatifs par rapport au GPS. On va voir quelques systèmes de radionavigation qui sont des alternatives par rapport au système de guide par satellite, qui est un système américain. Et notamment, on va voir le système proposé par l'URSS et aussi le système qui a été proposé par les Européens. Alors, dans ce chapitre, on va détailler quelques technologies par rapport au positionnement et on va passer sur quelques types de communication mobile qui vont utiliser bien sûr les satellites, notamment la technologie GSM. Et puis on va voir quelques applications de géopositionnement par rapport à l'utilisation de ces technologies. Alors pour le GPS qui est Global Positioning System, on a déjà parlé du GPS brièvement dans le chapitre précédent. Alors, c'est un système qui va utiliser les satellites pour localiser un endroit ou localiser une position de n'importe quel individu qui va se déplacer dans la planète Terre. Alors, ça a été créé par les Américains et ça a été déjà créé par la navire américaine pour avoir, par la marine pardon, américaine pour avoir le positionnement des navires dans les océans. Alors, il est composé de trois segments essentiels. Le premier segment, c'est le segment spatial. Et on va avoir ce segment qui va être par rapport aux satellites qui vont parcourir la Terre et ils vont transmettre des signaux horaires et éphémérides. Le deuxième segment, c'est le segment de contrôle. Et là, on va avoir des stations, appelées les stations terrestres, qui vont recevoir ces signaux et ils vont suivre, bien sûr, le positionnement des satellites et ils vont aussi corriger les erreurs de position. Alors, le dernier segment ou la dernière composante de notre système GPS, c'est le segment utilisateur et c'est le récepteur du GPS qui va intercepter la position et bien sûr, il va calculer la position en utilisant le satellite et la station terrestre. Alors, le principe en général, c'est avoir des coordonnées, c'est utiliser des coordonnées par rapport au satellite afin de localiser les positions exactes. Et bien sûr, on va avoir plusieurs satellites qui vont faire référence au récepteur satellite qui va essayer de calculer les positions X, Y, Z et aussi temporelles. Et vous avez la relation qui va nous calculer bien sûr la position par rapport à ces satellites ou par rapport aux coordonnées des satellites. Alors, par rapport aux fréquences de communication, on va utiliser des fréquences de l'ordre des mégas, bien sûr, comme on a déjà évoqué au chapitre 1. On est en ultra-fréquence, en fréquence très augmentée, ultra augmentée. Alors, le segment de contrôle, il va utiliser la fréquence ou des fréquences pour l'envoi, on va utiliser 1783 MHz et pour la réception, on va utiliser 2275 MHz. Pour le segment utilisateur, par rapport au satellite, bien sûr, je vais utiliser soit pour la modulation BPSK, je vais utiliser une fréquence de 1227 MHz et pour une modulation QPSK, c'est-à-dire une modulation de phase, je vais utiliser 1775 MHz. Le codage de l'information concernant le segment utilisateur va se faire de la façon suivante avec le schéma que vous êtes en train de le voir. Vous avez un codage CA et un codage P qui va accompagner la donnée en utilisant bien sûr un ou exclusif de part et d'autre et on aura enclenché des modulations, que ce soit PBSK ou QPSK, afin de transmettre bien sûr notre ou de coder l'information déjà, puis la transmettre vers le récepteur.
Alors, la transmission GPS va se faire selon 5 trames de 30 bits et ces trames vont contenir le temps en UTC, c'est-à-dire en temps universel ou selon le, euh, selon les lignes de Greenwich. Et vous avez la position satellitaire et aussi l'état du satellite qui seront tous envoyés dans ces 5 trames de 30 bits. Alors, les trames sont codées soit par le code CAP, soit par le code CA ou bien par le code P. À la réception, le récepteur connaît les codes, bien sûr, des satellites, il va les déchiffrer. On aura une autocorrélation entre le signal reçu et un signal interne généré par notre récepteur. Et le signal interne, il est obtenu, bien sûr, entre l'horloge de réception et choix d'un code CA. Et puis le récepteur, qu'est-ce qu'il va faire aussi? Il va faire un décodage et une vérification d'une cohérence par rapport aux informations qui ont été reçues. Et là, on va avoir notre position par rapport à ces satellites. Alors, concernant la sécurité par rapport à ces GPS, c'est-à-dire comment je vais coder l'information, quelles sont les barrières sécuritaires. Alors, par rapport à la dégradation du signal, on va avoir des atténuations par rapport aux régions, parce que vous avez des régions qui sont plus arides par rapport à d'autres. Alors, par envoi de position satellite erronée pour une région donnée et par désynchronisation des horloges des satellites. Ce sont les deux dégradations qui sont dues, bien sûr, à la façon géographique ou à la nature géographique de la région, de la position exacte. Alors, le codage de l'information par des codes permet de limiter bien sûr les accès. Par exemple, si vous êtes sur l'OTAN, c'est un organisme militaire, et puis l'OTAN va guider ou va avoir ses positions ou ses transmissions qui vont être gérées du même principe du GPS, mais qui seront bien sûr chiffrées en utilisant des, euh, des codes bien spécifiques qui sont des codes militaires. Alors, si on parle militaire, vous avez par exemple les militaires, on introduit bien sûr un nouveau code pour une meilleure précision qui est le code Y. Et vous pouvez vous documenter sur ces types de codes, les codes CA, le code P et le code Y. Ce sont réellement des codes qui sont utilisés pour chiffrer l'information, pour avoir l'information qui va circuler selon une certaine sécurité dans la transmission des positions. Alors, une alternative par rapport au GPS, c'est la NMEA, c'est National Marine Electronic Association. C'est comme si je vais avoir une amélioration par rapport au GPS. Et là, on va juste modifier l'envoi ou le format d'envoi de la donnée, sous forme d'une trame, bien sûr, bien spécifique. Alors, vous avez ici un exemple de la trame qui a été modifiée par rapport à la trame essentielle du GPS. On va voir des compartiments comme si que je suis sur un espace réseau avec un début du message, avec par exemple GP pour GPS lorsque je vais avoir l'identification, je vais avoir le message accompagné, je vais avoir le message en détail, je vais avoir un délimiteur et je vais avoir un checksum qui est un vérificateur de l'envoi. Et aussi, je vais avoir un terminateur et ça sera la forme générale de cette amélioration du GPS. Alors, en conclusion sur les GPS, je vais avoir une très bonne précision si les conditions, bien sûr, sont réunies. On aura plus de 3 satellites qui vont nous envoyer les coordonnées d'une position. On doit avoir une horloge qui sera synchronisée. Bien sûr, sinon on va avoir un dysfonctionnement ou une désynchronisation euh, en matière d'horloge. Et aussi, on doit avoir des antennes récepteurs en terrain découvert. Parce que si je suis sur des zones arides ou des zones, par exemple, avec des montagnes, je risque de ne pas avoir des positions exactes parce que le terrain n'est pas découvert.
Alors, par rapport aux inconvénients du GPS, on va avoir un coût de l'ordre du milliard de dollars par an, parce que c'est très coûteux, et ne fonctionnant pas en environnement fermé, bien sûr, dans les bâtiments ou dans les cités avec les maisons ou les tours, vous n'allez pas avoir un fonctionnement parce que vous allez avoir des barrières et des technologies contrôlées par... C'est une technologie qui est contrôlée uniquement par l'armée américaine parce que c'est elle qui a inventé et ce qui a mené d'autres communautés comme les Européens par exemple à créer leur propre système de navigation qui est le Galileo. On va le voir par la suite en matière d'alternatives. Alors, les technologies alternatives, vous avez GNS déjà, qui a été créé par l'URSS. Il est similaire au GPS américain. Aucune détérioration du signal civil, mais système à l'abandon depuis la fin de l'URSS. Il a été abandonné par la communauté parce que l'URSS a été déjà dessoudé et ce système, le GNS, a été abandonné. Alors, parlons à présent du système Galileo, qui est un système européen ou le GPS européen. Alors, c'est le problème qui a mené à faire un GPS européen, c'est des problèmes de couverture satellite, bien sûr des problèmes d'accès en cas de crise, et bien sûr la raison la plus significative par rapport à cette utilisation, c'est l'indépendance de l'Europe par rapport au système américain. Alors, Galileo, c'est un programme qui contient 30 satellites avec 3 de secours. Vous avez 2 centrales de contrôle Galileo, deux centres bien sûr terrestres de contrôle en Europe, 20 stations de télémesure réparties sur la Terre avec l'utilisateur qui est en mesure de recevoir des données d'au moins 2 satellites à tout instant. C'est-à-dire que je ne vais pas utiliser le même principe du GPS qui exige d'avoir 3 satellites en même temps, mais avec le système Galileo, je vais utiliser au moins 2 satellites à tout instant. Alors en matière de fréquence, c'est très similaire. On va utiliser 4 rangs de fréquences. C'est les 1202 MHz, 1278 MHz, 1561 MHz et 1589 MHz. On aura différents signaux qui sont accessibles. On aura le signal d'intérêt général qui est accessible sans autorisation. Et cela, c'est pour les applications domestiques, c'est-à-dire tout ce qui est en matière d'utilisation des êtres humains civils, juste localiser une position. Vous avez des signaux commerciaux avec un accès payant qui est protégé bien sûr par des clés d'accès. Et vous avez un signal d'intérêt public avec un accès restreint à la navigation, surtout aérienne et militaire. Vous avez 3 types de signaux qui sont enregistrés ou bien envoyés. Tout dépend de l'application et aussi tout dépend de la gravité d'utilisation de notre système Galileo. Alors, on arrive maintenant à quelques définitions par rapport au GSM, qui est une communication mobile qui va utiliser aussi cette notion de satellite. Alors, le GSM, c'est Global System for Mobile Communication. Il est utilisé pour faire de la communication téléphonique sur le réseau. Et ça va utiliser aussi 2 principes qui sont le principe de roaming ou l'itinérance et le principe de transfert intercellulaire qui est le handover. Alors, on a déjà évoqué ce principe des systèmes cellulaires. Les cellules, ce sont des fréquences de communication qui sont gérées bien sûr par des stations et par des satellites. On va avoir chaque station ou chaque région qui est gérée par une cellule qui aura une fréquence bien déterminée selon ce principe-là. On va avoir des cellules ou diviser les régions en cellules et chaque cellule va avoir une fréquence bien déterminée. Et lorsque l'utilisateur va changer de position, on va
calculer sa nouvelle position par rapport au changement de la cellule en faisant l'interférence, c'est-à-dire le changement de position. Et on aura bien sûr ce qu'on appelle la notion de roaming, qui est l'utilisation des réseaux d'un autre opérateur et utiliser des infrastructures d'un autre opérateur et ce que vous utilisez certainement dans vos téléphones avec des des connexions. Alors, voici le principe qu'on a déjà évoqué dans le module RO. Alors, on va voir énormément, je vais passer parce que on a déjà évoqué ces techniques. C'est juste pour vous dire que c'est une technique qui peut être utilisée en milieu satellitaire, c'est-à-dire qu'on peut avoir un satellite qui peut gérer la technologie GSM, mais ça sera très coûteuse en matière de communication. Vous avez ce principe en matière de communication, vous avez les antennes, et vous avez l'utilisateur qui va passer d'une cellule à une autre en changeant une fréquence et il va aussi être relié depuis une antenne vers un autre. Chaque antenne va avoir une base de données bien spécifique et, euh, et cette antenne va avoir à passer bien sûr le relais vers l'antenne suivante jusqu'à euh, couvrir tout le trajet qui a été balayé par l'utilisateur. Alors, en résumé, le GSM, il va couvrir des ondes terrestres. Il nécessite bien sûr des infrastructures lourdes en matière d'antennes. Il permet d'envoyer et de recevoir des messages courts, des SMS aussi. Alors, il est très évolué vers des systèmes plus interactifs par rapport web, mail et agenda, ce qui est utilisé actuellement avec les services de messagerie instantanée des réseaux sociaux. Et il existe des nouvelles normes par rapport à cette technologie qui sont par exemple le UMTS ou bien le GPRS ou le WAP. Ce sont des technologies alternatives par rapport au GSM. Alors, on va terminer avec quelques applications de géopositionnement. Alors, les applications sont des applications diverses. On peut avoir des applications par rapport aux navigations civiles, localisation par exemple d'un navire ou aide au positionnement des avions, assistance à la conduite. C'est très utilisé surtout pour détecter les itinéraires en conduite. Alors, des relevés topologiques et des études de mouvements terrestres, c'est tout ce qui est en rapport avec la géologie et la météorologie. Et vous avez aussi des applications très conséquentes en matière militaire pour localiser bien sûr des avions, pour guider des armes, pour localiser des troupes. Et là, c'est plus critique en matière d'application. Alors, par rapport aux applications ou l'application du GSM et GPS, on aura à localiser ou à avoir ces deux technologies qui vont travailler d'une façon euh, à échanger des informations entre eux. Alors, le but, c'est de marier ces deux systèmes une en utilisant la localisation GPS et en utilisant le GSM pour envoyer les informations. Et cela, c'est pour faire la gestion des flots à distance, par exemple des localisations des camions, des parcs de bus urbains, et pour aussi avoir une traçabilité en matière de stock à distance et aussi avoir une gestion efficace des matériaux et savoir comment on va les transporter d'un point vers un autre. On va avoir un mariage entre ces deux technologies. Mais il reste à savoir que GSM va présenter énormément de problèmes de couverture parce qu'on revient toujours au principe de base, c'est que le GPS ou bien le GSM ne vont pas travailler euh, en milieu montagneux, par exemple, ou dans une zone aride. On a besoin d'infrastructures qui vont nous coûter énormément et énormément. Alors, on arrive à terme de ce chapitre 2. On a parlé du GPS et des applications alternatives par rapport à cette technologie.